Alors, Ah, bienvenue à ce café pédagogique. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger avec Gabi Props de la Haute École de gestion de Fribourg autour du blended learning de manière générale, mais plus spécifiquement du projet de recherche qui a été mené avec aussi notre école, la HESSO Valais-Wallis, dans le cadre d'un projet P8 afin de savoir comment est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on peut, c'était ça la question initiale, hein, intégrer ouais, du blended learning dans nos hautes écoles. Alors, je te passe la parole, Gabi. Tu peux sans doute partager ton écran et peut-être dire absolument. quelques mots de plus sur toi. J'ai pas dit ce que tu enseignais. Oui, 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 tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Effectivement, je vais commencer à partager mon écran. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. Donc Mm. ça, je vais effacer. Donc ça, c'est tout bon. Donc effectivement, Gabi Probst, Haute École de gestion à Fribourg. Là-bas, je suis responsable pédagogique et puis j'enseigne l'allemand. Cette fois, l'allemand, le bon allemand, parce que voilà, c'est vraiment ma langue à moi. Et je ne sais même pas si j'ai un deuxième slide qui explique. Voilà, oui, effectivement. Donc, moi, c'est le bon allemand. Euh, J'enseigne l'allemand économique. Je forme encore des formateurs. C'est un deuxième métier, ouais, une deuxième orientation que j'ai, donc former les autres experts. Et j'adore le digital. Voilà. Moi, je viens de Berlin et d'ailleurs, je suis à Berlin actuellement, hein. Donc là, si je regarde dehors, on adore das Berliner Schmuddelwetter. Ce que j'appelle le Schmuddelwetter, donc c'est gris, c'est froid, c'est désagréable. Et puis en fait, ça dure depuis octobre jusqu'à avril, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est Berlin, voilà, Berliner Schmuddelwetter. Voilà, donc ça c'est un peu pour moi. Je vais vous parler du blended learning, évidemment. Donc on va déjà dire qu'est-ce que c'est ou bien qu'est-ce qu'on entend par là, et puis le projet, et M, enseigner à l'ère numérique, et après vraiment poser la question comment installer ce format, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et puis quelques liens pour vous si vous vous intéressez à plus que ça. Donc, qu'est-ce que le blended learning? Donc, évidemment, donc, ce projet a été entouré, on a fait des travaux scientifiques. Donc, voilà, ici, c'est une définition qui date de 2013, e-learning. Any planned education that utilizes electronic media, which includes distance learning through the Internet. Donc, en fait, la, la définition, elle est très ouverte. Donc, d'un côté, il faut utiliser le côté digital. Et puis, il y a une partie en présentiel, et puis ça s'arrête déjà là. Donc, ça, c'est en fait le blended learning, donc vraiment la combinaison de l'enseignement en présentiel et l'enseignement via la technologie. Donc, tout ça, ça veut rien dire sur l'enseignement encore, hein. C'est juste la forme, donc la distribution ou bien le contact avec les étudiants. Donc, ici, on voit en présence, ça peut être tout le monde, ça peut être hybride. Donc, on pourrait, dans les phases présentielles, on pourrait aussi avoir des personnes qui sont à distance. Tout est à définir, en fait, par l'institution, par le professeur, par ouais, les personnes impliquées. Et à distance, ça peut être synchrone, comme là maintenant, ou bien en asynchrone, ou des phases individuelles en groupe. Tout ça, c'est vraiment à définir, mais dans le cas de blended learning, en fait, ce n'est pas défini a priori. Donc, il y a ce passage du cours traditionnel, du cours en ligne. Donc, il faut, dans les réunions, donc dans les phases présentielles, il faut miser sur l'échange social, évidemment, parce que c'est ce moment-là qui fait que la dynamique de groupe, elle se met en place. Et après, on peut imaginer les séances en présentiel avec des séances de questions-réponses pour approfondir, des présentations, tout ça. Donc ça, on va utiliser ces phases-là pour échanger tout ce qu'on ne peut pas faire en ligne. Et les activités en ligne, c'est vraiment, soit c'est la préparation de la leçon suivante, on peut imaginer un peu le modèle la classe inversée pour ça. On peut répéter ce qui s'est passé dans la dernière leçon, on peut imaginer des travaux de groupe, donc tout est à définir. Encore une fois, le blended learning ne définit rien, mais c'est un peu ça, c'est entre ces deux variantes que le blended learning se passe. Après, nous avons eu ce projet, c'était un monstre projet, on a énormément bossé et c'était un projet vraiment nouveau dans le sens qu'il y a 5 écoles de la HESSO qui étaient impliquées. Donc ici, on voit les photos, donc les 5 écoles, les 5 HEG de la HESSO. Donc avec environ 550 étudiants qui étaient du premier semestre et 550 qui parlent français,
plus une petite vingtaine qui parlent allemand. Et donc, le projet était en bilingue, ce qui complique un tout petit peu, ou bien complexifie un tout petit peu les choses. Et puis, l'idée, ou ce qu'on a dû faire, c'est développer d'un côté les compétences numériques essentielles des étudiants primo-arrivants, et tout ça dans le format Blended Learning. Donc, il y avait le contenu et le contenant à définir lors de ce projet. Et donc, l'objectif, c'était vraiment, tout d'abord, on a dû identifier les besoins en compétences numériques des étudiants. Donc, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils savent pas, et savoir qu'est-ce qu'ils auront besoin à la sortie. Donc, d'un côté, pour travailler dans une haute école de gestion, pour étudier, et ensuite aussi, bien sûr, pour travailler après. Donc, tout au début, on a dû évaluer tout ce qu'il fallait savoir au niveau informatique. Après, c'est aussi définir qu'est-ce qu'on veut dans le format blended learning. Une pédagogie active, de l'autonomie. Hein, Nathalie, elle a déjà parlé de ça. Ça, c'est le grand sujet qui est un défi et l'avantage que les étudiants s'organisent eux-mêmes. Mais c'est pour les primo-arrivants vraiment un défi. Après, c'est côté inclusion, inclure un grand public et puis l'apprentissage à son rythme qu'on peut favoriser grâce au blended learning. Donc, tout ça, c'était les objectifs du module. Et puis, on voit déjà comment c'est immense. Hein, donc, ça dépasse vraiment beaucoup. Ouais, ouais, on fallait bien qu'on soit 5 pour arriver à tout ça. Donc, tout au début, on a dû prendre des décisions initiales, utiliser le référentiel de compétences des étudiants, analyser les compétences requises, analyser les différents cadres de référence des compétences numériques, parce que là, il y en a plusieurs. Il y a le DIGCOMP, ça on verra tout de suite, et puis il y a celui de la HSSO qui vient d'être, qui vient d'être sortir, non, mais ça fait 2, 3 ans qu'il existe, et puis qu'on a dû intégrer aussi lors de notre projet. Et après, donc vraiment sélectionner. Ouais, et voilà. Choisir les compétences à acquérir ou à approfondir. Et puis, pour chaque niveau de compétence, on a défini un niveau d'expertise à atteindre. Donc ça, c'était tout ce qu'on a dû faire. Là, on voit le DIGCOMP, les 5 compétences qu'il lui, il définit. Et puis, on l'a après utilisé on l'a comparé avec celui de la HSSO. On a défini 18 compétences. Chaque compétence, donc compétence digitale, on a défini à chaque fois le niveau qu'on voudrait avoir à la sortie. Et on a commencé par une évaluation globale. Évaluation globale, ici, c'était un test d'entrée et ça, c'était une nouveauté pour vraiment toutes ces 5 écoles. Pourtant, dans les cours de langue, on connaît ça, des tests d'entrée, et puis parfois, les étudiants sont libérés du cours parce que voilà, ils ont déjà un niveau tellement bon qu'ils n'ont pas besoin de suivre le cours. Mais ici, pour un cours de base qui est vraiment obligatoire pour tout le monde, là, c'était vraiment une nouveauté. Et puis là, on a déjà commencé à sentir le vent de face parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui étaient d'accord et puis il fallait vraiment bien mettre en place tout ça. Donc, on avait créé un test d'entrée pour les 5 écoles. Et puis, s'il était réussi à 75%, ben, les personnes étaient libérées du cours. Et puis après, on a aussi défini un examen final pour les 5 écoles. Et là, on voit le taux de réussite, il rejoint nos taux habituels, donc 60% si c'est réussi. Donc ça, c'était pour tout ce qui est contenu, tout ce qu'il a fallu définir. Après, donc, on a donné le cours en blended learning. Ça veut dire que les 5 écoles ont utilisé la même plateforme Moodle qu'on a utilisée ou recopiée. Chacun a pu la modifier. Ils ont utilisé les mêmes tests d'entrée, les mêmes outils. Et ensuite, on a évidemment évalué ce que les étudiants ont dit. Et puis ici, on voit déjà, après 2 tiers des cours, on a fait un sondage. Et puis ici, on voit les expériences de nos étudiants. Donc, qu'est-ce qu'ils disent au niveau rythme d'apprentissage? Ils trouvent que vraiment pouvoir progresser comme eux, ils le souhaitent, ça c'est très bien. Surtout pour les étudiants en emploi. Pour eux, c'est très, très pratique d'avoir ce suivi qui peuvent
gérer eux-mêmes. Leur emploi de temps est vraiment flexible. Donc ça, c'était vraiment cette flexibilité qui était très appréciée. Après, ce qu'ils disent par rapport à l'autonomie, c'est d'un côté apprécié, et puis de l'autre côté, on voit aussi que c'est ce qu'ils n'ont pas aimé. euh, Bon, là, voilà, ça, c'est peu d'avantages. La première phrase ne tient pas de route, là, désolé. Il y en a des qui ont trouvé que ce n'est pas motivant, qu'il n'y a pas de suivi, et puis que eux, l'autonomie, ça les a dérangés de ne pas avoir tout de suite la réponse. Donc ça, c'était quelque chose. Et puis, cette phrase, il est important d'être rigoureux dans l'apprentissage. Donc là, c'est vraiment pour eux cette discipline qu'il faut. D'un côté, c'est vraiment un défi dans le sens que c'est difficile à mettre en place de s'automotiver. Et puis de l'autre côté, c'est très apprécié pour ceux qui sont déjà disciplinés. Donc ça, c'est un peu ce qu'eux, ils ont ressenti. Nous, dans l'analyse, évidemment, on a pensé, on a très bien compris que c'est les étudiants en première année qui ont vraiment besoin de beaucoup plus de conseils parce qu'ils viennent d'arriver. Et puis moi, je dis toujours, ben voilà, nous sommes une haute école, ils sortent une école, mais la différence entre école et haute école, c'est quelque chose qu'ils doivent encore saisir. Donc vraiment, la capacité de l'auto-apprentissage, de l'autodiscipline, c'est extrêmement important pour ces personnes-là. Ça passe par les objectifs très clairs, par des activités offrant de nombreuses possibilités pour interagir et aussi avec une bonne dynamique de groupe. Et pour ça, c'est vraiment primordial que les cours en présentiel sont bien utilisés pour que les étudiants ils sentent cette dynamique de groupe et qu'ils puissent se reposer l'un sur l'autre. Il y a le suivi individuel qui est important, qu'ils ne se sentent pas laissés de côté ou bien ils disent, ah ben voilà, moi d'une semaine à l'autre, je dois bosser tout seul, j'ai pas de prof, je fais moi tout seul. Et ça, c'est pas le but. Donc, ils doivent vraiment sentir que non, ils sont soutenus tout le long, même dans les phases en ligne. Et puis, pour les profs, eux, ils doivent savoir qu'il y a ces résistances, il y a ces défis. Et puis, ah oui, là, hier, j'avais un blanc. Je voulais mettre ici les enseignants qui changent de rôle. Euh, et puis, j'ai toujours ce blanc. Tu peux m'aider, Nathalie, hein? En anglais, tu dis comment? The guide on the side. Guide on the side et sage on the stage. Ça veut dire Voilà, on avait le sage sur l'estrade avant qui exactement. dispensait son savoir. Hier soir, il y avait une conférence à la masterclass de la HSSO où on parlait justement du rapport au savoir et de dire qu'avant, le Oui, professeur, c'était le sage oui, intouchable. Et exact. puis maintenant, ben, on change de rôle. C'est que ben, on se rend compte que le savoir, enfin, où est le savoir, qui détient le Mm. savoir et comment transmettre ce savoir, si tant est qu'on doit le transmettre, on devient plutôt un médiateur, un coach entre le savoir et l'étudiant qui doit lui permettre justement, grâce à des interactions, d'avancer dans son apprentissage. C'est cette Exact. image-là que tu cherchais? Exactement, tout à fait, c'est absolument ça. Et puis hier, vraiment, comme quand j'ai préparé ces slides, il y avait ce blanc et puis j'ai oublié que il y avait encore ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour certains de nos professeurs. Faire ce pas-là, ce n'est pas évident. Surtout ceux qui enseignent des branches où on peut vraiment tout simplement se mettre devant et raconter, parce que pour les étudiants, c'est un sujet nouveau. Là, devenir celui qui soutient, c'est vraiment un défi pour ces professeurs-là. Alors, comment succéder, comment avoir du succès? Nous, les facteurs à succès qu'on a pensé, qu'on a trouvé, c'est vraiment pour l'apprentissage, c'est l'utilisation d'activités. D'un côté, dans les cours présentiels, évidemment, et aussi lors des cours à distance, il faut une technologie qui est bien adaptée, qui invite à s'activer, à interagir. Et puis vraiment, cette création de multiples possibilités d'interaction et de collaboration. Donc ça, dans les deux phases, pour le présentiel et pour les parties à distance. En fait, moi, j'aurais envie de dire que c'est valide pour tout, hein, pour tout enseignement. Pour moi, c'est l'interaction qui fait on commence à apprendre. Mais dans le blended learning, s'il n'y a pas ça, s'ils se sentent trop laissés tout seuls, ils vont pas pouvoir se motiver pour suivre le cours comme il faut.
Après, pour la technologie, il faut une technologie intuitive. Il faut que notre Moodle qui soit bien structuré, que les gens ils ne se perdent pas là-dedans. Il faut aussi une variation de support et de ressources. Ça aussi, pour moi, c'est normal tout simplement. Mais je pense, encore une fois, c'est un défi si les profs ils sont habitués à donner un cours en faisant glisser des slides l'un après l'autre. Et puis là, chercher d'autres ressources, c'est peut-être pour certains, ça peut être un défi. J'ai dit donc le parcours clair, facile à saisir sur le LMS, le Learning Management System. Nous, c'était un Moodle. Et puis assurer ce suivi. Nous, nous avons pu nous reposer sur Pix. Donc, c'est un outil qui est issu de la France et qui offre un parcours très interactif, assez ludique, et puis qui donne toujours aussi le feedback. Ça, ce sera sur la prochaine slide. Donc, nous, on avait cette possibilité-là. Malheureusement, Pix, comme j'ai dit, ça vient de la France, donc c'est en français. Et il fallait donc chercher pour nos petits 20, pour le petit groupe de 20 étudiants, il fallait chercher la même chose. Et on a trouvé quelque chose dans LinkedIn Learning. Donc là, on a pu remplacer ces ressources parce que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis, ça a bien aidé aussi les étudiants pour se motiver. Après, pour l'enseignement, comme j'ai dit, c'est fixer des objectifs et pas seulement fixer des objectifs parce que nous, ça, on le fait toujours dans les slides, mais faire adhérer les étudiants. On a vraiment bien communiquer ces objectifs, bien les faire comprendre pour qu'eux, ils comprennent, OK, donc ça, c'est important pour moi et si c'est important pour moi, ben, je suis motivée à le faire. Avoir le lien entre notre enseignement, qui paraît parfois théorique, avec leur réalité professionnelle. Et puis, intégrer un système de gestion de temps. On a toujours parlé maintenant de autodiscipline et cette gestion de temps, c'est important parce qu'évidemment, notre module aussi, ça reposait à la fin sur un examen et ce n'est pas dans une semaine, dans la semaine avant les examens qu'on peut s'y mettre si le cours il est basé sur tout un semestre de travail. Donc, essayer d'intégrer dans les outils, dans le LMS, un système qui récompense régulièrement pour qu'ils s'automotivent. Assurer le retour d'informations individualisées, donc vraiment avoir le feedback ça je pense c'est aussi pour la génération qu'on a actuellement dans nos classes, eux ils reposent là-dessus. Ils ont besoin qu'on les caresse oui, tu as bien fait, ou voilà, ici c'est déjà bien, mais il faudrait encore travailler ça. Donc vraiment, c'est une génération qui a besoin de ça, des retours. Et puis Alors, après, les caresses, elles sont virtuelles, hein, parce que sinon, on a des problèmes. ah oui, 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 ça c'est clair. Donc voilà, bien, tu as bien fait. Donc évidemment, on ne les touche pas. Non, ça c'est clair. Et puis pour le reste, bien sûr, aussi former des enseignants, avoir des enseignants qui sont motivés. Hein, parce que là, de faire du haut en bas, euh, forcer les profs, chez nous c'était un peu le cas. Hein, donc à mon école, ils n'étaient pas vraiment choisis par leurs compétences pédagogiques, ils étaient choisis par leurs compétences dans le domaine. Et puis, ils ont dû s'adapter à cette forme d'enseignement. Et puis, effectivement, ça demande un travail supplémentaire. C'est peut-être aussi une chance pour les professeurs, mais pour eux, c'est encore une fois important d'échanger et puis de savoir comment les autres y font. Hein. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a défini ou bien compris ce qu'il faut. Donc, pour la solution idéale, il faut combiner le meilleur des cours en présence avec le meilleur des cours en ligne. Je pense qu'on connaît les deux. On connaît très bien, grâce à la pandémie, on connaît très bien les deux formes. Donc, on sait ce que c'est d'avoir des cours 100% en ligne et on sait aussi de l'après et puis de l'avant, les cours 100% en présence. Relever les défis des enseignantes et des institutions qui croient que l'enseignement se fait dans une salle avec une personne devant et puis une trentaine ou une cinquantaine d'étudiants derrière des bureaux. Donc ça, il faut comprendre qu'on peut combiner tout ça et puis adapter les programmes aux besoins des responsables de programmes, des enseignants et des étudiants. Et ça, c'est compliqué. Donc, avoir des horaires qui respectent tout ça, c'est vraiment compliqué. Voilà, donc ça c'est un peu pour moi. Les derniers mots, le blended learning a été défini comme suit: the appropriate use of a mix of theories, methods and technologies to optimize the learning in a given context.
C'est un concept qui intègre d'un côté les besoins intellectuels, mais aussi les besoins sociaux de nos étudiantes et aussi de nos professeurs, évidemment, et qui offre une grande flexibilité euh, pour tout le monde. Mais il faut vraiment relever le défi. Pour moi, c'est vraiment le blended learning, la combinaison des deux mondes. Pour moi, c'est vraiment le futur. Pour une bonne partie de nos écoles, on voit la concurrence, il y a des écoles qui s'y mettent. On voit que la concurrence s'y met et puis qu'ils ont pas mal de succès avec tout ça. Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous raconter. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'évidemment, il y a encore un tas de choses que je n'ai pas racontées, mais voilà, on n'a pas non plus toute une année pour vous expliquer tout ce qu'on a travaillé pendant ce projet. Un tout grand merci Gabi pour ce tour d'horizon sur le blended learning. Alors moi je voudrais juste, peut-être tu peux arrêter le partage comme ça Mhm. on Oui, te voit plus grande. oui. Je voudrais juste rebondir pour vous dire qu'il y a une page sur le site de la HSSO sous les projets Mhm. d'enseignement qu'on mettra dans Mhm. la Mhm. conversation qui reprend alors Ouais, une bonne partie du projet de recherche qui l'explique avec une petite ouais, vidéo, mais aussi il y a le ouais, guide ouais. qu'on peut suivre. Je ne sais pas si tu veux en dire deux Oui, mots. non, je repartage juste encore Ah, le dernier slide. Donc, ah, ça, c'est juste, voilà, comme ça pour en savoir plus. Donc ah, là, vous avez vraiment la page web sur le site la HSSO. Le Flash Learn, je l'ai conçu et puis j'ai intégré les quatre collègues de ces 5 écoles. Donc vous les verrez, les autres responsables dans ce Flash Learn qui résume vraiment les points les plus importants pour mettre en place le blended learning. Et puis dans les interviews qu'on a fait, chacune apporte ce qu'ils ont vécu dans leurs écoles respectives. Il y a une vidéo entre nous deux, Nathalie et Gabi, qui explique le projet. Nathalie a fait une émission radio, même deux. J'ai ici mis un lien. Il y a un guide. C'est vraiment un document très complexe qui est issu de ce projet, qui explique comment mettre en place le blended learning dans les institutions. Il y a Et un un guide rapport. auquel Exxon a bien contribué d'ailleurs, hein. Oui, 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 il a énormément travaillé. Il y a le rapport final, je ne l'ai pas trouvé sur le site, mais voilà, sur demande, on vous le partage très volontiers. Et puis, il y a un conference paper qu'on a présenté Nathalie, euh, moi, et qui a été écrit encore avec une autre collègue, Laura Ziska, qui travaille à l'école hôtelière de Lausanne. Donc, là aussi, il y a le lien sur la conférence. Voilà. Donc, c'est un peu tout le travail qui était en parallèle avec le projet ou auparavant. Donc là, vous avez les références et puis voilà. Mais ça, je peux vous arrêter. Évidemment, je pense, Nathalie, tu vas reprendre les slides et puis les mettre à disposition quelque part, hein. Tout à fait. On les met en principe dans notre équipe Teams du conseil pédagogique Ouais. avec le lien sur l'enregistrement de la vidéo, effectivement. Mhm. Alors, remercie déjà. De rien. Ouais. Et puis, moi, je voulais juste rebondir sur des choses que tu as dites et que tu as Mhm. dites peut-être un peu rapidement. Déjà, par rapport au taux de validation, Mhm. dans l'exemple concret qu'on a fait sur les digital skills. Ouais. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que le premier passage, on va dire ça comme ça, la première validation, elle était faite à 75%. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que pour valider une compétence sans suivre l'enseignement, il fallait avoir un niveau qui se situe grosso modo autour de 5. C'était ça notre Mhm. postulat. C'est un postulat qu'on peut discuter longtemps et voilà. Mais nous, l'objectif, c'était quand même que les étudiants profitent de ce cours en fait pour renforcer leurs compétences, même s'ils avaient le niveau. Donc, on voulait pas des étudiants qui étaient limites, on voulait des étudiants qui étaient de bon niveau, qui puissent être exemptés. Et puis, je sais plus, je crois que tu n'as pas dit le taux de personnes qui ont été exemptées dans nos cours. Ouais. Est-ce que vous Oui. avez une idée, si vous voulez mettre dans le chat, une idée de combien ont été exemptés? Est-ce que vous pensez que c'est déjà plus ou moins que 50%? Ou alors, enfin, plus que 50%, mettez une petite réaction dans le chat. Je regarde le chat. Il ne se passe rien. Ah, l'enfa, toi tu dis plus que 50%. Voilà. Et effectivement, moins de 50%, c'était largement moins que 50%. Ça veut dire que la première édition, on était grosso modo autour de 30% d'étudiants qui ont pu être exemptés, pour lesquels, donc c'était clair qu'on avait défini, nous, quelles étaient les compétences, tu l'as bien expliqué, Gabi, et quel était le niveau de compétence en fonction du référentiel de compétences de leur filière d'études.
Et ben voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gros manque sur certains outils. Moins, je vois Raphaël aussi qui écrit moins. Et effectivement, on était grosso modo à 30% et cette année, on est encore en dessous. On a baissé. Moi, je pensais qu'on allait augmenter. Alors après, il faut se méfier des statistiques parce qu'on peut faire comme ça, on peut augmenter en faisant des en haut en bas. Mais enfin, en deuxième édition, on n'est pas meilleur, on est même en dessous. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Oui, parce Et puis je voulais. qu'effectivement, oui, Oui. j'ai oublié de dire quelque chose. Donc, ici, on parle d'un projet, mais c'est un module de cours qui est maintenant intégré dans les programmes des 5 écoles. Donc, ça continue à exister. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment la création d'un module qui, maintenant, ad aeternum, va se faire avec les outils qu'on a fixés. Oui. Et ce que je disais aussi qui était intéressant, c'est de se dire que dans chacune de nos 5 écoles, donc géographiquement, on a quelqu'un qui a pratiqué la réflexion de mise en place du blended learning et on a des gens qui l'appliquent. Ça veut dire que si vous voulez vous pencher sur cette forme d'enseignement, ben, dans chacune enfin, alors on va dire globalement, dans chacun de vos cantons ou zones géographiques pour la HEARC, on a quelqu'un qui a réfléchi à la mise en place stratégique avec la discussion avec l'institution, avec les RF, etc., comment est-ce qu'on peut le faire, avec l'ancrage dans les horaires, parce que c'est souvent des petites choses pratiques qui vont nous empêcher de le faire, et puis aussi des gens qui le font. Et on a vu, nous, on a une expérience de 1, c'est pas beaucoup, mais on est en année 2 maintenant. On arrive quasiment au bout de la deuxième édition et on voit déjà les choses qui ont été identifiées comme étant des points bloquants, on les a corrigées. Par exemple, et tu l'as relevé, Gabi, mais c'est extrêmement important, on est en première année, on doit modifier leur état d'esprit d'élève à étudiant. On doit leur apprendre qu'ils n'apprennent pas pour nous faire plaisir et réussir nos évaluations, mais qu'ils doivent apprendre quelque chose qui leur sera utile pour eux dans leur développement professionnel plutôt. Et ça, c'est vraiment une attitude qui est à travailler. Elle n'est pas innée non plus. C'est un peu comme le digital chez la Gen Z. Là. Il n'y a rien d'inné là-dedans. On doit les habituer à travailler pour eux-mêmes et pour les compétences dont ils ont besoin. Et je pense qu'à l'ère de l'IA encore plus, c'est oui, vous pouvez utiliser l'IA pour générer quelque chose, vous pouvez comprendre à quoi peut vous servir l'IA pour développer vos propres compétences. Et puis, je vais faire un lien encore un peu pédagogique sur le triangle pédagogique d'Ousseil qui fait le lien entre l'enseignant et l'étudiant, où on disait il faut former ce fameux guide qui remplace le sage sur l'estrade. Et la HESSO a refait, parce qu'ils adorent refaire les modèles qui existent à leur sauce. Et là, ils ont refait en changeant le mot former entre les enseignants et les étudiants pour mettre interagir. Et moi, j'aime beaucoup parce que c'est à travers cette interaction qui est plus de la formation, mais de l'interaction, on doit les guider vers le développement de compétences. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le blended learning permet de flexibiliser les parcours parce que nous, on avait en l'occurrence 18 compétences à travailler en 5, réparties en 5 thématiques. Il y en a qui étaient excellents, par exemple, sur tout ce qui était création de contenu. En l'occurrence, c'était le module qui avait le plus de peine. Mais enfin voilà, il y en a qui étaient excellents en création de contenu, vidéo, texte, audio, etc. Mais qui avaient une peine folle pour la partie, qu'est-ce qu'il faut dire, information et gestion des données, tout simplement. Et c'est de dire, on doit les aider à identifier où est-ce qu'ils doivent travailler avec eux. Soit c'est en autonomie, nous on avait fait un test pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils avaient des lacunes, mais il y a d'autres moyens pour permettre de dire, voilà, où est-ce que j'en suis, quel chemin je dois prendre, ça c'est notre fameux guide qui est là maintenant pour ça, c'est-à-dire le corps enseignant, et puis où est-ce que je veux aller. Voilà, c'est ce que j'avais noté sur les éléments que je pouvais citer là. Et peut-être encore un mot, ouais, je monopolise un peu, mais tu as dit aussi que c'est important d'avoir un LMS. Le LMS, en fait, permet aussi d'avoir ce parcours. Ça peut être aussi dans du e-portfolio, dans autre chose, mais il faut qu'il y ait ce parcours où chacun doit faire, moi je dis toujours ça, slalom géant, chacun doit passer aux différentes étapes à la vitesse où il veut, avec l'intensité, alors minimum qu'on souhaite, mais maximum qu'il veut. Et puis voilà, c'est à nous de baliser le chemin pour être sûr qu'ils prennent. Alors, ils peuvent prendre des tangentes, mais ils doivent quand même faire le bout qu'on a fait. Ils peuvent aller faire un peu de hors-piste, mais ils doivent revenir Ouais. sur le parcours. Voilà. Eh oui. Et bien, ce n'est pas évident et rien de la conception d'un Moodle pour qu'il soit intuitif pour tout le monde, ce n'est vraiment pas facile. Moi, je donne le cours Moodle interactif régulièrement et je commence déjà à placer les profs dans un Moodle qu'ils ne connaissent pas. Et puis, première chose, ils doivent déjà faire des activités et je leur demande régulièrement, mais alors, comment ça a été le premier contact avec cette plateforme?
Ah, mais pas évident. Et pourtant, donc, moi, j'essaye de la mettre en place d'une façon intuitive, de la façon facile, etc. Mais ce n'est tout simplement pas facile de se plonger dans la tête d'un autre prof qui imagine un parcours comme ci, comme ça. Il faut l'avoir vécu de l'autre côté. Comme étudiant, comme participant à un cours, on voit que, ouais, si on n'a aucune explication orale, ben oui, il faut s'y plonger, faut se prendre un peu de temps pour comprendre comment c'est pensé. Mhm. Ça, c'est une très bonne remarque. Tu fais presque un cours de marketing là où on dit on doit vivre l'expérience du client et se mettre dans les bottes du client. Mais c'est Oui, extrêmement important. Regardez oui, une fois par-dessus l'épaule de vos étudiants leur modèle. Parce que je pense que vous faites évidemment comme chacun. Nous, on a une harmonie dans nos cours. Entre les différents cours, c'est harmonieux chez vous. Vous avez une harmonie transverse, mais eux, ils ont un espèce de chaos parce que chaque prof, il va de sa structure. Chaque structure est différente. Chaque visuel est différent. Enfin, je veux dire, il y a pas d'harmonisation sur la manière dont ils doivent appréhender ce cours Moodle. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas évident hein, de rentrer dans cet univers-là. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé de faire un cours Moodle pour leur montrer. Ça, c'est excellent. Voilà, on ouais, a toujours de bonnes idées. Il y en a ouais. parmi vous qui comptaient intégrer le blended learning partiellement ou qui en rêvaient ou qui détestaient, je sais pas, des expériences à partager. Ah, la méchante, elle a dit, non, mais on n'a pas le droit de faire ça, hein, de poser des questions à la foule. Voilà. Non, enfin, tu as sûrement droit de poser la question. Chez nous, enfin, ça devrait quand même passer, je pense, à travers une validation par le responsable de module. Actuellement, c'est pas encore un format qui est fait, ouais, où le prof peut en autonomie décider de faire ça, parce Mhm, qu'on est positionné comme école présentielle. mhm. Donc, enfin, voilà, il faudrait aussi un peu de la volonté des responsables d'aller dans ce sens-là, Mhm. à Alors ça, mon avis. c'est une évidence, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, mais dans le guide, on voit bien que s'il n'y a pas une volonté institutionnelle, on peut quasiment pas le faire pour une simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas l'espace-temps pour le faire. Si votre cours est intégré entre un cours en présentiel et un autre cours en présentiel, puis vous dites une fois Mhm, sur trois, vous n'avez pas besoin de venir, vous faites le cours à distance, bah, ça ne joue pas pour vos collègues. Vous voyez bien qu'il y aura un conflit à un mhm, moment donné. Donc ça veut dire qu'effectivement, mais enfin, ce qu'on a imaginé et ce qu'on a testé, c'est d'aider. On n'avait pas non plus besoin de la validation tout en haut du directeur de la haute école qui dit on va faire du blended learning partout. Déjà, il ne faut pas en faire partout, ça c'est déjà une première réalité, c'est clair et net. Il faut en faire là où ça a du sens, là où la matière porte du sens pour mhm, avancer plus en autonomie, là où le profil des étudiants peut faire porter du sens. Je pense aux étudiants en temps partiel ou en emploi ou en reconversion ou sur des parcours mhm. parallèles. Et il faut réfléchir à chaque fois, et évidemment, jamais seul. Ça veut dire qu'il faut réfléchir dans son module, dans sa formation, dans son espace. Mais par contre, vous n'avez pas besoin de mettre tout le monde d'accord. Il faut que je dirais que le niveau supérieur où vous êtes puisse s'intégrer dans ce qui fonctionne. Et puis, on ne peut pas l'improviser au milieu d'un semestre non plus. Ça veut dire qu'il faut que ce soit pensé en amont, de manière à ce qu'on vous crée l'espace-temps qui soit adéquat pour ce type de, de format de cours. J'ai vu, Raphaël, tu voulais écrire, puis ça s'est arrêté. J'ai presque l'impression que je t'ai coupé dans un élan, mais n'hésite pas si tu veux rebondir. Encore pire, interpeller quelqu'un, c'est... Ah, Ah, voilà, ouais, ça ouais, réécrit. ouais. Voilà, on va lire avec les... Non, c'est bon, j'ai répondu peut-être. Voilà. Donc, enfin, en conclusion, Mhm, parce qu'on ne va pas vous retenir peut-être plus longtemps, c'est de dire qu'il y a des ressources qui existent mhm, avec beaucoup de oui, littérature. Comment est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, nous, on l'a fait au niveau des institutions, des programmes et du cours. Quels sont les prérequis qu'il faut avoir? Alors, finalement, bah, il y en a plein, hein, mais à différents niveaux. Ça peut être bêtement d'avoir un LMS, bah, ça vous aide quand même quand vous devez faire un chemin. Ça peut être un simple tips, hein, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou, mais c'est de dire que si vous proposer de l'autonomie, il faut qu'il y ait, alors moi j'ai dit un dashboard, mais un parcours une piste de ski balisée, mais mhm, enfin oui, c'est un parcours parce que et là c'est important, tu l'as relevé aussi, l'autonomie oui,
mais il faut qu'il y ait un contrôle. On a des étudiants formidables, mais s'il n'y a pas de check, s'il n'y a pas d'aide, et nous, on a besoin de ce contrôle, pas pour faire du micromanagement, mais pour aider ceux qui décrochent parce qu'on les voit vraiment. Et nous, on l'a vu, hein, ceux qui ont, après un certain temps, pas suffisamment. Et moi, j'ai pris contact chaque fois avec les étudiants qui avaient des taux de participation, pas de réussite, hein, mais de participation trop bas, pour leur dire attention, regardez, vous n'avez pas beaucoup exercé et votre score n'est pas très haut. Donc, l'un dans l'autre, ça va forcément à un moment donné. Et puis, c'est vrai que nos étudiants sont des opportunistes, mais pas au sens négatif du terme. Ils doivent optimiser l'effort d'apprentissage qu'on leur demande. Ça veut dire que si un jour ils ont un examen dans telle et telle branche, ils vont optimiser sur cette branche-là et puis laisser peut-être la vôtre de côté. Et ils font ça tout le temps parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que s'ils travaillaient à 120% tous les cours tout le temps, je veux dire, on aurait des burn-out étudiantes. Hein, je ne sais pas si ça existe. Non, non, ça existe. Il y a des statistiques déjà. Oui, oui, oui. Et puis moi, je dis toujours aussi, il y a cette industrie de jeux qui, évidemment, qui arrive à attirer nos étudiants, ou bien qui arrive à attirer le public dans un monde où on passe beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup plus qu'on ne pense. Et ces techniques-là, évidemment, nous, on ne va pas utiliser cela. On peut très bien mettre des badges dans Moodle, on peut très bien créer des parcours dans Moodle, mais on est bien d'accord, ça reste nettement moins intéressant que les jeux vidéo. Et puis, évidemment, cette industrie de jeux, ils ne donnent pas les algorithmes, hein, parce que ça, pour eux, c'est vraiment, c'est durement acquis. Donc, c'est un travail de fou. Mais si nous, il faut faire au moins les 3 premiers pas dans cette direction-là, parce qu'il faut les garder et justement ne pas les perdre. Parce que ça, dans le blended learning, évidemment, si on se voit peut-être juste un tiers du cours ou un 50% du cours qui est en présentiel, on risque de les perdre. Et puis ça, il faut on peut trouver des moyens aussi avec la technologie, avec Moodle, avec les autres jeux. Il y a des techniques pour ne pas les perdre. D'ailleurs, un outil qu'on a à disposition, c'est WooClap, hein, qui permet le travail en autonomie dans un environnement un peu plus ludique, pour ne pas dire moins, c'est difficile moins que Moodle, mais un peu plus ludique que Moodle, effectivement. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup intervenue dans ce café pédagogique parce que comme on a mené le projet conjointement, je me suis permise. Sinon, évidemment, on profite toujours de l'experte qui est là. Et on a de la chance et Gabi ne disparaît pas. Donc, si vous avez des questions ultérieures, si vous voulez vous exercer, n'hésitez pas. Déjà, il y a beaucoup de littérature sur la page de l'HESSO qui sont proposées. Et puis, voilà, on partage volontiers cette expérience. Les expériences, c'est toujours la même chose. Elles ne sont pas géniales, mais elles ont l'avantage d'avoir été testées et éprouvées sous le joug de nos étudiants. Donc, on en tire les leçons, on les améliore. Et puis, notre objectif, c'est toujours le même. On ne fait pas des cours pour faire des évaluations ni pour avoir des super fiers. On fait pour qu'ils apprennent et que ce soit des bons professionnels sur le marché. C'est quand même ça notre business, normalement, à la base, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions de la foule? Je crois. Je vous ai fait peur avec mon coup des questions. Hein, mais... Je pense que non. Je tiens quand même à remercier Hans-Peter Roten, qui est notre responsable de filière, qui nous a autorisé déjà à nous partir. Enfin, je crois qu'il était un peu comme nous au début, il n'a pas eu trop le choix, mais qui nous a soutenus dans cette démarche d'intégration du blended learning, qui n'est pas évidente, ni du côté de l'institution, ni du côté des étudiants, ni de celui des enseignants, parce qu'on doit tout apprendre, un nouveau mode de fonctionner. Et merci pour la confiance et puis de ne pas avoir fait de cette expérience un one-shot, mais d'essayer de la faire durer. Voilà. Donc, je passe la parole, du coup, Peter. Merci. Alors, obligé ou pas obligé, surtout ce qui compte, c'est être intéressé et avoir un team qui est tellement motivé et qui a tellement bien travaillé. Toi, je te connais depuis longtemps, Exxon aussi, et puis j'ai fait connaissance de Gabi et tout le team. Et je dois dire, chapeau, ça tourne, même qu'on a toujours un peu de l'air vers le haut d'améliorer. Mais comme j'ai noté avant, la génération digitale n'est pas autant digitale comme on en pense. Et encore beaucoup de boulot. Et déjà, un grand merci de ma part. Et puis, vous pouvez compter sur mon soutien. Merci, merci. Merci. Voilà. Alors, moi, je vous souhaite un tout bon après-midi. On va arrêter l'enregistrement, en tout cas. Et puis, voilà, nous reste encore quelques minutes à blaguer, comme d'habitude, avec notre intervenant. Mais sentez-vous libre de nous quitter et de reprendre vos activités journalières. À bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Merci. Merci à tout le monde.